Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, on veut parler de la guerre en Ukraine. On parle de la guerre en Ukraine et on reçoit Justin Massy pour en parler avec nous, qui est professeur en sciences politiques à l'UQAM et qui est co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Un gars, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux tomber, qui connaît ce conflit-là entre l'Ukraine et la Russie comme le fond de sa poche, qui connaît la politique internationale comme le fond de sa poche. Vraiment un masterclass sur ce conflit-là. Fait qu'on voulait avoir un update finalement sur ce conflit-là qui dure depuis plus de 2 ans, dont on parle moins dans les médias, mais il y a encore, c'est encore la guerre à tous les jours. Il y a encore des gens qui meurent à tous les jours. Donc c'est important pour nous de savoir, avoir un petit peu plus d'infos sur où est-ce qu'on en est, où ça s'en va, comment on peut régler ce conflit-là, est-ce que ça va se régler? Toutes des questions qu'on tente de répondre avec Justin. Ouais, une conversation, encore une fois, un deep dive extrêmement fascinant. Fait qu'on espère que vous allez aimer ça autant qu'on a aimé avoir la conversation. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Et aujourd'hui, c'est vraiment excitant parce qu'on présente un nouveau produit. C'est la première fois qu'on en parle. Le Dome Shaver Pro. C'est le cadeau parfait s'il y a un homme chauve dans votre vie, dans votre entourage ou vous-même, le cadeau idéal pour lui. Le Dome Shaver Pro a une tête magnétique qui permet de faciliter le remplacement et le nettoyage. Il y a un design ergonomique, comme en ce moment je le tiens dans ma main, puis je m'imagine vraiment facilement raser ma tête chauve. Ça te ferait bien avoir une petite tête chauve. J'ai déjà été plus rasé que j'étais. Court, rasé court. Mais jamais aussi. chauve. Mais tu sais quoi, j'y ai pensé parce que, comme tu sais, je fais de l'alopécie, fait que je perds certains trous dans ma tête. Puis à un moment donné, je me suis dit, fuck off, est-ce que je me mets juste chauve? Ça me semble que tu serais badass, le Bruce Willis style. Je pourrais essayer avec le Dome Shaver. Là. Ben oui. Il y a aussi un système de verrouillage pour partir en voyage. Et en plus du Dome Shaver, vous pouvez vous procurer sur Manscaped le Doom Soother Head, qui est de la lotion après rasage testée par dermatologue et qui est faite pour bien faire au cuir chevelu. Bref, l'outil parfait pour n'importe quel homme chauve dans votre vie. Ou personne chauve, en fait. 100%. N'importe quelle personne chauve. En plus, avec le code promo sans filtre, vous avez le shipping gratuit et 20% de rabais. Alors, courez vous procurer le Dome Shaver Pro pour vous, ou pour votre ami, ou pour votre conjoint, pour n'importe qui. Les personnes chauves dans votre entourage. Un vrai game changer. Merci, Manscaped. Bonne écoute. Cool, ça roule. Ouais. On commence ça comme ça. Moi, les écouteurs, tu peux les mettre, ouais. Puis dans le fond, c'est juste que tu vas plus être dans le moment. Puis tu vas plus te rendre compte si tu es loin du micro ou si tu ramènes complètement dans le micro. Puis le micro, tu peux le rapprocher vers toi. Là, Comme ça fonctionne bien. Ouais. Super. Right. Cool. Justin Massy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Yes, merci d'être là. C'est rare qu'on commence avec le nom direct. C'est ça. On est à Radio-Canada parce qu'on dit le nom complet. J'ai pas fait ça, puis là, on dirait que je me suis dit dans ma tête, interpeller les gens par leur nom, on dirait que ça aide à créer un lien, puis ça. Fait que là, c'est complètement calculé, ce début de podcast-là. Le lien est établi, ça, je vous le confirme. C'est bon. Exact. Merci beaucoup d'être là. Puis on en parlait un petit peu en début, avant d'enregistrer, en fait. Puis nous, quand on a parlé de la guerre en Ukraine, c'était à son tout début avec Julien Toureille. Et on invite les gens à aller l'écouter, même si... où est-ce qu'on explique plus la perspective de comment on s'est rendu là. Et on savait pas qu'est-ce qui allait se passer, en fait. Là. Donc, c'est le fun. Ça va être le fun de pouvoir faire la suite des choses. Puis on essaie de travailler un peu de façon chronologique pour pas trop se perdre dans toutes les choses qui sont arrivées. Puis éventuellement, on pourra parler plus largement de la situation actuelle. Là. Mais, je serais quand même curieux d'avoir ta perspective sur l'origine, la genèse de ce conflit-là. On a parlé avec Julien, puis mais finalement, ce conflit-là, il est né de quoi? Puis c'est quoi les motivations derrière cette guerre-là, derrière le fait
d'envers l'Ukraine. Est-ce qu'on peut t'entendre là-dessus? Il y a 2 thèses. Ouais. Celui du dilemme de sécurité, que je vais aborder après, puis celui des ambitions impériales. C'est celui qu'on entend le plus. L'ambition impériale, c'est que la Russie voudrait recréer un empire. Ouais. On sait, l'Union soviétique, après la Deuxième Guerre mondiale, va occuper plusieurs pays, va intégrer les pays baltes à l'Union soviétique elle-même, va créer le pacte de Varsovie, va occuper la moitié est de l'Europe, avec le fameux mur de Berlin. Et il y a cette ambition-là, selon certains, quand on regarde les discours de Vladimir Poutine, surtout à partir de 2007, un grand discours qu'il aurait fait à ce moment-là, qui aurait marqué les esprits en disant, on doit ce sentiment d'humiliation-là, d'avoir perdu l'Empire, doit être rétabli. Donc, on va rétablir ce qu'on appelle une sphère d'influence, c'est-à-dire que la Russie puisse contrôler ce qui se passe dans les pays proches de sa frontière occidentale. On ne parle pas du sud ou de l'est de la Russie, c'est un énorme pays qui va évidemment en Asie, jusqu'à l'océan Pacifique. Sur le flanc ouest, donc dans cette vision-là, elle tente de tous les moyens possibles de contrôler. Et elle a réussi pendant plusieurs années à contrôler l'Ukraine, notamment, parce que les dirigeants qui étaient à la tête de ce pays, suite à des élections, avaient des sympathies envers la Russie. Donc, il n'y avait pas de problème. Les gouvernements, les présidents adoptaient des politiques en faveur d'un plus grand rapprochement, de collaboration, etc. Et avaient les intérêts russes à cœur. Mais quand il y a eu des élections de présidents ou d'élus qui étaient plus pro-occidentaux en Ukraine, parce que l'Ukraine est divisée, elle, à l'époque, entre ceux qui veulent joindre l'Union européenne, un peu intégrer l'Occident, puis d'autres qui disent non, il faut garder des bonnes relations avec la Russie. Et quand ça vire d'un côté, parce que des fois, il y a des élections avec un changement de président, là, ça crée des tensions avec Moscou. Le premier, c'est la révolution de couleur de 2004. Ensuite, encore pire, l'Euromaïdan de 2014, là où il y a des centaines de milliers de personnes qui prennent la rue parce que le président qui est pro-russe met fin à un accord de coopération accrue avec l'Union européenne, qui avait été voté auparavant, avant qu'il soit élu. Et là, les gens vont dans la rue, et là, ça mène jusqu'à de la violence qui est faite contre les manifestants. Le gouvernement dit non, c'est les manifestants qui utilisent la violence contre les autorités. Bref, ça dégénère. Exactement. Et chacun va toujours donner sa version des faits. Puis, ça amène le gouvernement, le président, de quitter les fonctions. Et il s'en va où? Se réfugier? À Moscou, en Russie. Et là, la Russie dit, vous avez fait un coup d'État. Vous avez renversé un gouvernement qui était évidemment pro-russe. Et suite à ce qu'on appelle la crise de l'Euromaïdan, donc fin 2013, début 2014, qu'est-ce qui va arriver quelques semaines après? La Russie annexe la Crimée. Ouais. Donc, presque une centaine de soldats russes seulement qui y vont. Il n'y a pas d'effusion de sang. Les autorités locales disent, OK, maintenant, on est pro-russe. Il n'y a pas de résistance militaire. Et ils vont soutenir des rebelles pro-russes dans le Donbass, qui est comme à l'est du pays, avec la frontière avec la Russie. Ils vont d'abord les soutenir militairement de manière indirecte. Et puisqu'ils sont en train de perdre le conflit local, ils vont être de plus en plus interventionnistes jusqu'à donner des chars d'assaut, des pièces d'artillerie, des soldats, des little green men, ce qu'on va dire en anglais, donc des soldats verts non identifiés qui sont, on sait, des Russes, pour les aider à soutenir ces rebelles-là qui veulent faire la sécession de leur région. Le Donbass, c'est c'est le Luhansk et le Donetsk, de faire la sécession de ces régions-là, un peu que des provinces comme c'était le cas au Canada. Et ça, ce conflit-là va durer jusqu'à l'invasion. Il va être plutôt tempéré. Donc, beaucoup voient que depuis plusieurs années, Vladimir Poutine a des ambitions impériales et va utiliser des moyens peut-être non militaires quand ça marche, comme la Crimée, ça marche, ou soutenir des gouvernements comme en Biélorussie, il n'y a pas d'invasion russe, parce que le président là-bas, il est pro-russe, et il veut ce contrôle-là. Et donc, dès qu'on sent que l'Ukraine vire de l'autre côté, il faut agir, soit par le soft power, donc si ça fonctionne, puis ça ne fonctionne pas, si la corruption ne fonctionne pas, les pots de vin, etc., on envoie l'armée russe. Ça, c'est une vision. L'autre vision, c'est de notre faute, nous, l'Occident. Okay. Ça, c'est le discours russe. Okay. Et qui est très entendu aussi par plusieurs spécialistes de la Russie aussi avant l'invasion, en disant que c'est l'expansion de 2022. Avant l'invasion de 2022, c'était quelque chose qui se disait déjà... puis qu'on connaissait. C'était une théorie qu'on connaissait. Tout à fait, parce qu'on disait qu'il ne faut pas que l'OTAN fasse son élargissement vers l'Est. Ouais. Il faut qu'il arrête d'intégrer des nouveaux pays. L'OTAN, c'est une alliance militaire qui, évidemment, avec les États-Unis comme au centre de puissance militaire, qui regroupe plusieurs pays d'Europe, de l'Ouest, et qui s'est progressivement, après la guerre froide, élargi. Parce que les pays
à l'Est, à partir de l'Allemagne de l'Est jusqu'aux Pays-Bas, qui ont une frontière avec la Russie, ils voulaient joindre l'OTAN. Parce qu'eux, ils se sont dit, plus jamais on veut être occupé. Ouais. Et la meilleure protection pour pas que la Russie nous envahisse, selon eux, c'était de joindre l'OTAN, une alliance que si vous les attaquez, si vous les envahissez, les États-Unis vont... complet. Et surtout les États-Unis, parce que bon, c'est pas le Portugal et le Canada qui vont faire la différence, là, on s'entend. Ouais. C'est la puissance militaire américaine. Et c'est ce qu'ils souhaitaient, eux. Et il y a des débats dans les années 90, début 2000, en disant, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on devrait les accepter? Parce que c'est un choix. Les pays membres de l'OTAN doivent voter à l'unanimité s'ils ajoutent un pays ou non. Et ils vont faire progressivement, depuis 1997, 99, 2004, il y a toujours plus de pays qui s'ajoutent. Et en 2008, donc après le fameux discours de 2007 où Poutine a disons, exprime certaines ambitions impériales, George W. Bush, le président des États-Unis, à l'époque, pousse pour que l'OTAN ouvre la porte à l'Ukraine de joindre l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine est intéressée à cette époque-là? Tout à fait. Ouais. L'Ukraine est intéressée. Elle varie. Donc, je le disais, des fois, il y a des présidents pro-russes, pro-occident. Quand c'est un pro-russe, non. Puis quand c'est un président pro-occidental, oui. Et donc, ça va varier. Mais en 2007, il y a une volonté de joindre l'OTAN. Et Bush va pousser pour que l'OTAN adopte ça à un sommet de l'OTAN en 2008. Mais ça ne marche pas parce que Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne, et Nicolas Sarkozy, président de la France, s'y opposent. Ils ne veulent pas ça. Ils disent, mais non, si on annonce que l'Ukraine va joindre l'OTAN, on va essentiellement donner une raison à Vladimir Poutine de l'envahir. Parce qu'il ne veut pas il veut contrôler sa sphère d'influence et ça va créer un sentiment d'insécurité, ce qu'on appelle le dilemme de sécurité. C'est-à-dire, vous voulez protéger quelque chose, un pays, vous voulez protéger l'Ukraine, mais en faisant ça, vous insécurisez l'autre pays qui dit, ben non, l'OTAN ne veut pas prendre l'Ukraine pour la défendre. L'OTAN veut prendre l'Ukraine pour nous attaquer. Donc, pour la Russie, ça serait vu comme une menace à sa sécurité nationale, donc il faut qu'il agisse. Donc, vous allez le provoquer. C'est le discours de Merkel, c'est le discours de Sarkozy à l'époque, et donc ça bloque. Et là, on fait le plus bâtard des résolutions diplomatiques, qui est un compromis de dire que l'Ukraine a vocation à joindre l'OTAN. Donc, pas elle ne joindra jamais, pas, il y a un processus d'adhésion, puis d'ici mettons, 2 ans, elle va être membre de l'OTAN, donc on va la protéger. C'est entre les deux. Donc, éventuellement, l'Ukraine pourrait être dans l'OTAN, donc vous menacez Vladimir Poutine de possiblement perdre son influence. Mais de l'autre côté, on ne va rien faire pour la protéger, parce qu'elle n'est pas membre de l'OTAN, puis il n'y a pas de plan d'adhésion. On va juste dire ça s'en vient. Ça s'en vient, donc une espèce de zone grise, comme les Nordiques à Québec. Ça s'en vient peut-être. On ne sait pas si ça va arriver, et ça crée de l'incertitude. Ouais. Parce qu'il y en a qui pensent encore que les Nordiques vont venir, mais on sait que ça ne se produira pas. Et à l'époque, on le sait que ça ne se produira pas parce que les Allemands et les Français ne veulent pas. Et il faut un consensus. Ouais. Mais ça crée quand même de l'incertitude qui pourrait, selon cette théorie-là, expliquer que pour Vladimir Poutine, c'est clair que l'OTAN a des ambitions impériales, donc c'est pas lui qui est impérialiste, c'est les Occidentaux, et qu'il y a une ligne. À un moment donné, il ne faut pas que l'OTAN s'élargisse jusqu'à ses frontières, sinon ça va menacer la Russie. Cette entente-là est purement verbale, dans le sens, c'est que des mots, ça n'a pas d'incidence directe. Le fait de dire un jour, peut-être, l'Ukraine joindra l'OTAN. C'est un document. Okay, c'est un communiqué qui est adopté au sommet de Bucarest en 2008. Ça a une certaine valeur diplomatique, oui, mais c'est pas suivi d'aucun effet. Okay. C'est juste le pire des deux mondes, dans le fond. Oui, parce qu'il n'y a pas de soldats occidentaux qui s'en vont en Ukraine pour les protéger. Il n'y a pas toute cette aide-là qui pourrait venir pour dissuader la Russie de l'envahir. Ouais. C'est plus de... Ça se peut que vous perdiez l'Ukraine, mais on ne fera rien pour la protéger. Un peu comme juste avant l'invasion. Ouais. Quand, faut se souvenir qu'il y a eu des menaces de Vladimir Poutine avant qu'il envoie les troupes en Ukraine. Et la réaction du président Biden, c'est de dire on va imposer des sanctions. Il y aura des graves conséquences, et ces graves conséquences-là seront des sanctions sévères et punitives, mais on ne va pas envoyer de troupes américaines. Donc, essentiellement, on ne va pas défendre l'Ukraine. C'était ça le mot. Et pour certains, ça a peut-être incité la Russie à l'envahir parce qu'ils savaient que les États-Unis n'étaient pas pour le défendre. On ne fait pas ça pour d'autres pays. Il y a d'autres pays qui ne sont pas nos alliés qu'on défend quand même. Par exemple, Israël, quand il y a eu des salves de missiles provenant de l'Iran, les forces françaises, jordaniennes, américaines, britanniques ont empêché les missiles d'atteindre Israël. Mais Israël, c'est pas un allié des États-Unis, c'est comme l'Ukraine. C'est un partenaire. Ils ne sont pas dans l'OTAN, puis il n'y a pas d'alliance militaire formelle entre les deux. Même chose pour Taïwan. On ne veut pas que la Chine envahisse Taïwan. La politique américaine, c'est de dire, si vous attaquez Taïwan, Biden l'a dit, on va défendre Taïwan.
C'est pas ça qu'il a dit sur l'Ukraine. Donc, ça pourrait avoir ouvert la voie en disant à Poutine, oui, il y aura des sanctions économiques, mais on va être capable de vivre avec. Au moins, on ne se battra pas contre l'OTAN. Et pourquoi cette réticence-là à prendre la position de la défense de l'Ukraine? Premièrement, parce que il n'y a jamais eu de consensus au sein de l'OTAN qu'il fallait que l'Ukraine joigne l'OTAN, donc la défendre. Parce que quand vous acceptez un pays membre de l'OTAN, c'est que vous êtes prêt à faire la guerre pour le défendre. C'est ça qui se passe avec les soldats canadiens en Lettonie. Nous, notre mandat, c'est de la défendre contre une agression russe. On est prêt à mourir, nous, Canadiens, pour défendre la Lettonie d'une invasion russe. Donc, il n'y a pas ce sentiment-là qui est présent, mais surtout parce que disons, le raisonnement, c'est on craint une guerre directe. Depuis le début, une des lignes de la politique américaine envers l'Ukraine, c'est on peut l'aider, oui, mais pas au point d'entrer directement en guerre avec la Russie, parce que si les États-Unis étaient en guerre avec la Russie, ce qu'on craint, bien sûr, c'est qu'il y a une escalade. Ouais. Et l'escalade, ce que ça veut dire, en gros, c'est possiblement l'utilisation d'armes nucléaires. Et ça, tout le monde est contre une telle chose. Et si l'OTAN faisait la guerre avec la Russie, ce serait possible que ça mène là. Pourquoi? Parce que la Russie a de la misère à battre l'Ukraine. Un pays beaucoup plus petit qu'elle, beaucoup moins puissant, elle a de la misère à le battre. Imaginez contre les États-Unis, elle ferait aucun poids. L'armée américaine est de loin supérieure à l'armée russe, et donc un conflit non nucléaire, la Russie le perdrait, à mon sens, de manière assez nette. Donc, quel serait son recours? Il ne reste plus grand-chose. Si vos soldats sont en train de mourir ou vous n'êtes pas capable de battre l'ennemi, il reste juste l'arme ultime. Donc, on craint ça. Donc, il y a toujours une limite de « on veut l'aider », mais pas trop. Et l'autre raison pour laquelle on ne l'a pas aidé militairement, parce qu'on va le faire plus tard, c'est qu'on pense que l'Ukraine va tomber. Du point de vue américain, de plusieurs généraux, de la CIA et de d'autres dans le milieu du renseignement, 3-4 jours suffiront à l'armée russe pour faire capituler l'Ukraine. Parce qu'on pense que ça va être comme la Crimée en 2014. Rapidement, les gouverneurs vont prendre position pour la Russie, l'armée va se dissoudre ou va proposer résistance et va dire « OK, d'accord, maintenant on accepte l'occupation russe ». Mais c'est pas ça qui va se passer. Ça va se passer dans certains coins de l'Ukraine. Tout le sud va tomber très rapidement. Mais dans le nord et autour de la capitale, les gens vont se résister. Et c'est ça qui va surprendre l'Occident. Les Ukrainiens, du monde normal, qui vont prendre des armes pour se défendre parce qu'ils voient des hélicoptères, ils voient des avions de Russes, des colonnes de chars qui arrivent proches de chez eux. Et avant même que disons, l'Ukraine, son armée organise la défense, il y a des civils qui vont la défendre et qui montrent à l'Occident, on est prêt à mourir pour défendre notre pays. Qu'est-ce qui explique, en fait, que ce pays-là, la Russie, qu'on croyait comme une grande puissance militaire, finalement, face à l'Ukraine, ne réussit pas à facilement vaincre l'Ukraine, finalement? Il y a deux réponses. Il y a la réponse de pourquoi elle ne réussit pas au début de la guerre, puis pourquoi elle réussit un peu plus maintenant, mais pas assez. Au début de la guerre, c'est qu'elle pense gagner en 4 jours, elle aussi. Donc, au début de l'invasion, la Russie mobilise 140 000 troupes russes autour de l'Ukraine et envahit de partout. C'est un immense pays, l'Ukraine. Donc, ils sont vraiment étirés là, sur plusieurs fronts. Et aujourd'hui, juste en comparaison, il y a plus de 500 000 soldats russes en Ukraine. Au début, c'était une force légère, entre guillemets, pour faire une telle invasion d'une telle ampleur. Donc, ils n'ont pas les troupes, ils n'ont pas la capacité. Ils pensaient que c'était pas nécessaire. Ils pensaient que c'était pas nécessaire. Puis donc, la façon qu'ils attaquent, par exemple, on va se souvenir d'une colonne de chars sur l'autoroute qui se fait pilonner parce qu'il n'y avait pas d'appui aérien. Normalement, quand vous faites une invasion, vous ne faites pas juste envoyer des chars d'assaut. D'abord, vous envoyez des missiles pour détruire les défenses des autres pays. Ensuite, vous envoyez des avions de chasse pour essayer d'éliminer les poches de résistance. Et après, vous envoyez les chars d'assaut et l'artillerie avec un appui d'artillerie. C'est pas ça du tout qui se passe parce qu'on pense, en fait, à tort, que les Ukrainiens vont juste céder. Donc, il n'y a pas besoin de se protéger. Ils vont juste rouler, ils vont capituler, puis ça va être terminé. Comme les Américains pensaient aussi rentrer à Bagdad, être accueillis en Irak, là, accueillis comme des libérateurs, on s'en vient apporter la démocratie et le capitalisme chez vous. Ben, finalement, il y avait beaucoup d'Irakiens qui ont décidé que non, puis prendre des armes pour tuer des Américains. Il y a ce syndrome-là, des fois de grande puissance, de penser que ça va être facile ou qu'on s'en va vraiment les aider, donc ils vont juste se soumettre à notre autorité. Donc Est-ce que la Russie pensait qu'il y avait plus de sympathisants russes en Ukraine qu'il y en avait réellement, peut-être aussi? Oui. Elle a essayé de donner beaucoup de pots de vin à des élites ukrainiennes avant l'invasion pour qu'ils changent de bord, qu'ils changent d'allégeance politique. Et son renseignement aussi va, disons, donner de la mauvaise information au président Poutine, puis on ne sait pas trop exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que s'ils disent ça va être difficile, monsieur le président, que peut-être qu'ils vont tomber d'une fenêtre ce jour-là? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment une difficulté à prendre le pouls
de la population ukrainienne. Et c'est pas juste les Russes qui vont mal évaluer ça, c'est aussi, nous autres aussi, les services de renseignement occidentaux, européens, beaucoup européens qui croient même pas qu'il y aura une invasion. Les Français, d'ailleurs, le chef de renseignement militaire français va être limogé après, parce que lui était certain qu'il n'y avait pas d'invasion, que les Russes n'étaient pas pour faire ça. Aux États-Unis, il y a une unité de renseignement, il y en a beaucoup, des dizaines aux États-Unis. Il y en a une qui prédit le degré de résistance, et c'est parce qu'elle utilise d'autres indicateurs que les autres. Elle ne regarde pas juste le nombre de chars d'assaut, le nombre de missiles, le nombre d'avions de chasse. Elle regarde un sondage d'opinion. Qu'est-ce que les Ukrainiens pensent? Se sentent-ils ukrainiens ou russes? C'est quoi que les sondages nous disent? Ben, il y a un sentiment national très fort qui s'est développé depuis plusieurs années et on pense que ces gens-là vont pas juste vouloir vivre sous occupation russe et accepter ça sans effusion de sang. Donc, selon sur quoi on se base pour anticiper comment les gens vont réagir, l'opinion publique, ça peut être très utile. Et c'est pas le seul à avoir fait cette mégarde-là. Les Américains pensaient que les Vietnamiens étaient pas pour résister autant, que les Afghans n'étaient pas, les talibans en particulier n'étaient pas pour résister pendant 20 ans aux assauts américains, les Irakiens également. Donc, malheureusement, les services de renseignement, des fois, se méprennent, et nous aussi, c'est pas parce qu'un pays est plus puissant que nécessairement il va gagner la guerre. Est-ce que du point de vue de Poutine, c'était, je vais dire inévitable, c'est vraiment pas le bon mot, mais est-ce que stratégiquement, c'était nécessaire pour lui de faire ce move-là pour ses intérêts à lui? Ou... Absolument pas. C'est un échec total du point de vue russe. Si on regarde du point de vue stratégique, l'économie russe maintenant est purement orientée vers la guerre. Elle a subi des sanctions immenses des États-Unis. La prospérité est due qu'au fait qu'ils produisent de l'équipement militaire. Elle est rendue extrêmement dépendante de l'exportation de son pétrole et de son gaz à la Chine, parce que toute l'Europe a arrêté d'importer. Et donc, elle se met dans une relation de vulnérabilité avec la Chine, immense pays qui peut acheter à rabais son pétrole, donc hyper vulnérable au plan économique et pas intégré à l'Occident, alors que c'est une source d'exportation très importante. Au plan militaire, on parle de centaines de milliers de blessés ou de morts du côté russe. C'est énorme pour le coup. Et pour avoir contrôlé un peu de territoire qui est complètement dévasté. Ce qui reste de l'Ukraine occupée par la Russie, c'est pas des villes avec beaucoup de prospérité, là, c'est des villes rasées. Parce que il y a eu, à part au début, là, les premiers jours où il y a une invasion presque sans mort, ou avec très peu de batailles, ces villes-là vont être épargnées. Mais Mariupol va être bombardé et toutes les grandes villes ensuite vont être bombardées énormément et les villages. Ce qui fait qu'on occupe un territoire avec presque plus de population parce que les gens sont partis. On ne veut pas recevoir des missiles à tous les jours. Et ceux qui restent, c'est pas des grandes populations ou c'est peut-être des gens qui ont des allégeances pro-russes. Donc, c'est pas comme s'il y avait une grande population. C'est pas comme s'il y avait des grandes infrastructures. Il y a, oui, de la richesse sur les sols, dont la richesse naturelle, mais avant de commencer à l'exploiter, ça prend du temps. Ça va prendre la paix. Va être mort, là, il faut falloir qu'il y ait une paix. Tant qu'il y aura des missiles ukrainiens qui vont tomber sur ces villages-là, on ne va pas se mettre à sortir du minerai là, ou à faire des industries. Donc, il n'y a pas beaucoup de gains. Et au plan diplomatique, une isolation également. Le seul intérêt qu'il a eu, qu'il se maintient, c'est de rester au pouvoir. Mais est-ce qu'il avait besoin d'envahir l'Ukraine pour rester au pouvoir? Rien n'est moins sûr. Puis, tu sais, si l'objectif, c'est de faire une démonstration de puissance et de force, puis de montrer que la Russie est donc puissante, c'est un échec total aussi. C'est un échec total. Et si son but, c'était que l'OTAN arrête de s'élargir à ses frontières, c'est un immense échec. Un recul encore, là, Les deux pays, que la Finlande et la Suède, ont joint l'OTAN depuis. La Suède, ça faisait 200 ans qu'elle était neutre. C'est dit, si la Russie, c'est pour mettre à envahir ses voisins, on veut joindre l'OTAN. L'unité et la solidarité au sein de l'OTAN n'ont jamais été aussi renforcées. Et depuis aussi, il y a de plus en plus de troupes américaines, canadiennes, européennes en Europe de l'Est. On parlait des Canadiens en Lettonie, mais il y en a d'autres. En Pologne, il y en a en Roumanie, dans plein de pays, pour justement dissuader la Russie d'aller ailleurs. Oui, vous avez envahi l'Ukraine, mais n'allez pas envahir d'autres pays, sinon on va vraiment se battre pour les défendre à ce moment-là. Ce qui fait que l'OTAN est encore plus solide, encore plus ferme, il y a encore plus de membres, elle est encore plus puissante. L'ajout de la Finlande, c'est énorme. C'est 1300 km de frontière avec la Russie que l'OTAN, si on est en guerre, pourrait utiliser pour attaquer la Russie, ce qui n'était pas le cas avant l'invasion. Donc, au plan géostratégique, c'est vraiment un échec pour la Russie. Puis même si elle réussissait, disons, à contrôler la moitié de l'Ukraine en deux, admettons qu'il y avait éventuellement une paix, ce serait justement avec très peu de gains économiques, très peu de gains démographiques, avec la possibilité d'une paix
vraiment extrêmement fragile, parce que l'Ukraine qui va rester, qui ne sera pas sous occupation russe, ne va pas juste dire « Ah ben c'est fini, on va arrêter de se battre », puis non, elle va reconstituer son armée, elle va se préparer à une future agression russe à nouveau, et ce conflit-là va devenir un peu comme le conflit entre Israël et Palestine, extrêmement difficile à arrêter. Si les antagonistes, les gens, quand tes frères sont morts, tes cousins sont morts, ton père est mort, t'as pas envie de juste dire abandonner, puis oui, on met fin à la guerre. Ça va être des sociétés qui vont être extrêmement antagonistes, alors qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient transnationales, c'est-à-dire qu'il y avait des cousins et des cousines en Russie, en Ukraine. Là, les familles sont déchirées, sont divisées. Et ça prend des générations avant de se réparer. Il y a une question qui m'est venue... Oui, c'est ça. C'était juste une réaction par rapport à ce que tu disais par rapport aux villes assiégées. J'ai écouté le documentaire 20 jours de Mariupol. Puis c'est le commentaire que je me passais. Je me disais, régner sur quoi, dans le fond? Sur quoi tu veux prendre le pouvoir et le contrôle? Là, parce que la ville est dès là. C'est un cimetière à ciel ouvert, énorme. Absolument. Puis ce qu'on a vu, c'était jusqu'à 20 jours, parce qu'après ça, j'imagine que c'était encore plus un désert puis une destruction complète. Là. Fait que ce concept-là de comme bombarder une ville que tu veux annexer, alors que ce que tu veux annexer, on s'en fout là, du sol. Là. Tu veux les gens, les infrastructures, le territoire, les commerces, tout. Tu veux ça, dans le fond? Oui, puis ça coûte cher le reconstruire. Ben oui, c'est des milliards, des centaines de milliards pour reconstruire une ville. Une ville au complet. Une ville, ça, c'en est une, là, mais c'est tout le territoire, c'est immense. Donc oui, ça coûte extrêmement cher, refaire les infrastructures, les chemins de fer, etc. Donc oui, l'intérêt du sud de l'Ukraine, donc Mariupol est au sud, elle a un port sur la mer Noire, il y a aussi un intérêt stratégique. L'idée de la Russie, c'était de contrôler la mer Noire. Ça, c'est la mer qui va mener jusqu'à la mer Méditerranéenne. Donc, il va donner accès à l'océan Atlantique par le sud pour la Russie, pour exporter ou pour avoir sa base navale aussi en Crimée. Mais même à nouveau, c'est un échec à ce niveau-là parce que oui, la Russie va réussir à contrôler Mariupol. Elle ne va pas réussir à aller jusqu'à l'ouest. Donc, c'est-à-dire l'Ukraine a encore des ports qui donnent sur la mer Noire et les utilise pour attaquer la marine, la flotte russe en mer Noire, qui est maintenant complètement ravagés par les drones sous-marins que les Ukrainiens ont utilisés contre eux, qui ont détruit des navires qui coûtent des milliards de dollars à construire, avec des drones, disons, on pourrait dire relativement cheap là, par rapport à ce qu'ils ont fait. Et la Russie ne contrôle toujours pas la mer Noire, même si elle a détruit cette ville-là, même si elle a occupé une partie du sud, elle n'a pas été capable d'aller jusqu'à Odessa puis de continuer vers l'ouest. Donc, c'est un échec là aussi. Il n'y a pas le contrôle de la mer Noire. Au contraire, la marine russe n'a jamais été si peu influente dans cette zone-là. Donc, à nouveau, un échec. C'est difficile de voir où ça a été une réussite, sauf au Kremlin pour la consolidation de son pouvoir, mais à nouveau, un pouvoir sur quoi? Puis une sphère d'influence envers qui? Sur qui? Envers quel autre pays? Parce qu'il y a beaucoup de craintes qu'il y aura, que l'invasion n'est qu'un prélude, que la Russie pourra envahir d'autres pays après. Mais il n'en reste pas beaucoup. Quand vous regardez la carte des pays non membres de l'OTAN, parce qu'attaquer les membres de l'OTAN, ça veut dire ça qu'attaquer aux États-Unis. Je pense que là, ils vont se garder une jambe. La Russie va être beaucoup plus prudente. Ben, il y aurait la Moldavie. Mais pour se rendre jusqu'en Moldavie, il faut traverser tout l'Ukraine. Et les Russes sont loin d'être là. Ils avancent au kilomètre à chaque semaine seulement. Ça prendrait 140 ans à peu près à ce rythme-là là, pour prendre l'Ukraine, par exemple. Évidemment, la guerre va pas... la guerre n'est pas linéaire. La guerre, des fois, c'est exponentiel, c'est des montagnes russes, mais admettons pour faire la figure de style. Et sinon, il y a la Géorgie, qui est en partie occupée aussi par la Russie, mais c'est presque tout. Les autres pays, comme la Finlande, les Pays-Baltes, la Pologne, sont tous membres de l'OTAN. Donc, où est-ce que cette expansion-là pourrait s'élargir? Il reste la Biélorussie qui est déjà sous influence russe. Donc, c'est dur de voir les gains stratégiques. Puis, quel est... parce que, oui, tout ça, c'est des échecs. Nous, on est capable de l'observer. Les observateurs internationaux sont capables de l'observer. Mais quelle est l'information qui se rend jusqu'aux Russes, jusqu'au peuple russe? C'est sûr. La Russie est un État qui contrôle les médias. Donc, c'est difficile de voir... C'est-à-dire, les sondages qui sont menés en Russie sont plus ou moins fiables. Il y a des firmes qui sont plus fiables que d'autres, mais c'est difficile d'avoir l'information exacte de que pensent les Russes. Ceux qui sont interviewés
vont souvent répéter ce que le gouvernement dit ou ce que la télévision d'État ou les commentateurs à la télé disent parce que, soit qu'ils y croient, parce que c'est ce qui s'abreuve comme information, parce que c'est ce qui est permis. Mais évidemment, il y en a d'autres qui vont aller chercher l'information ailleurs avec des VPN ou vont contourner un peu ce contrôle d'information-là. Mais vont-ils vous le dire? Ouais. Si vous les interviewez avec une caméra ou dans un podcast, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, Vladimir Poutine, c'est un échec. Il y en a qui ont critiqué. Par exemple, Prigojine, qui est mort dans un accident d'avion, lui, il critiquait la guerre en disant que c'était fait pour des fausses raisons, puis on a menti aux Russes. Ben, il y a eu un accident d'avion. Ouais. Et il y en a eu d'autres. Donc, il y a beaucoup de limogeage aussi de postes dans l'administration russe. Donc, c'est extrêmement difficile pour nous de l'extérieur de dire qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a des familles déchirées où, moi, je connais des gens qui ont de la famille russe et qui disent, ben, on peut plus se parler. Ouais. Parce que nous, on leur dit, ben non, regardez, vous avez envahi l'Ukraine. Mais ils disent, mais non, c'est l'Ukraine qui nous a envahis. Ouais. Tu sais, c'est à des années-lumière en termes de factuel. Nous, on pense qu'on fait face à la désinformation ici. Là. Imagine la chicane de famille à Noël sur la COVID puis le vaccin. Mais là-bas, c'est comme la guerre. Là. On tue des gens, puis c'est notre les membres faute de ma ou famille c'est est votre mort. faute. Exactement, à cause de ça. C'est extrêmement intense. Donc, il y a des preuves qui disent qu'il y a vraiment beaucoup de la population russe qui croit ce qu'on leur a donné comme information. Donc, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que plusieurs analystes, experts russes, estiment que c'est pas une guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. C'est vraiment tout le nationalisme russe. Parce que pour rester en poste, pour contrôler autant sa population, il a dû imposer une certaine vision, un certain narratif de qu'est-ce que c'est que la Russie, c'est quoi la guerre, pourquoi on fait la guerre, etc. Contrôler cette information-là, ce qui fait que peu importe qui va le remplacer, c'est fort possible qu'il poursuive la même politique. C'est pas juste lui qui pense ça. Il y a beaucoup d'élites qui pensent la même chose, qu'il faut avoir une sphère d'influence, sinon l'OTAN va nous envahir, puis que l'Ukraine, c'est des nazis, puis etc. Toute cette propagande-là, elle est incarnée par plus qu'une personne. Donc, à mon sens, penser que juste, un jour, il va mourir, Poutine, comme nous tous, mais c'est pas ça, nécessairement, qui va être un gage de paix. Ouais. C'est plutôt tant que la Russie aura un nationalisme qui est basé sur l'impérialisme. Il faut envahir les autres pays qu'on sera en danger. À mon sens, un peu comme tant qu'aux États-Unis, il y aura cette volonté d'utiliser la force armée pour contrôler des puits de pétrole dans le Moyen-Orient, il y a beaucoup de pays qui vont être en danger. Puis cette guerre-là, ça a renforcé ce sentiment-là chez les Russes. Puis dans la garde rapprochée de Poutine, est-ce que son leadership est encore plus fort ou il est affaibli par cette guerre-là? Je pense qu'il est plus fort. Évidemment, moi, je ne suis pas un russologue, je ne parle pas russe, donc je m'en remettrai aux experts, mais ceux à qui j'ai consulté et avec qui je suis en contact, et ce que je lis semble dire qu'il réussit quand même à maintenir le contrôle du pouvoir. Okay. Premièrement, parce qu'il contrôle très bien qui profite de cette guerre-là, et il y a des profits financiers, là. Quand on est proche du Kremlin, soit on contrôle des industries ou on est sur des conseils d'administration. Bref, il y a une rente qui est donnée par l'État et ça, c'est grâce au bon vouloir de Vladimir Poutine. S'il ne vous aime plus, non seulement vous pouvez peut-être tomber de votre fenêtre, mais vous n'aurez plus d'argent, votre famille peut être exclue et tout est associé à cette loyauté-là. Et ce groupe autour de lui, il a réussi à, je pense, le garder assez loyal, justement parce que toute dissidence a été sévèrement punie. C'est pour ça que c'était surprenant quand il y a eu cette mutinerie de Prigojine qui essaie d'aller vers Moscou et qu'on lui avait promis finalement qu'il arrête au milieu de la route là, vers Moscou. Parce qu'il y aurait eu un coup de téléphone de Vladimir Poutine qui lui aurait promis de finalement pas le punir puis de lui donner l'exil en Biélorussie, quelque chose comme ça. Mais en même temps, Vladimir Poutine à la télévision d'État va dire tous les responsables seront punis. Et finalement, il y a un accident d'avion. Donc, le message n'est jamais aussi clairement dit, mais ultimement, on ne peut pas le critiquer sans qu'il y ait de faute. C'est pour ça, moi, j'ai été extrêmement surpris que cet accord-là, pourquoi Prigojine a-t-il pensé qu'il pouvait se fier à la parole de Vladimir Poutine qui était pour sauver? Est-ce que c'est l'autre hypothèse, on ne le saura peut-être jamais, j'espère un jour avec les archives, peut-être qu'il pensait qu'il n'y avait plus les soutiens. Je crois qu'il espérait que de plus en plus d'officiers ou de l'armée russe se rallient à sa cause dans sa marche vers Moscou, mais que
si ce soutien-là n'était pas à l'avenant, ben, il était pour mourir sur son chemin de toute façon. Ouais. Donc, peut-être essayer de prendre la voie de sortie d'une entente négociée. Quand il s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher, de faire, ouais, OK. Peut-être. Ouais. Mais je spécule, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais parlons-en plus en détail de cet événement-là. C'est quoi qui s'est passé exactement? Puis c'est qui cette personne-là? Puis c'était quoi ses motivations? Puis ben là, on a parlé un petit peu peut-être de pourquoi ça l'a avorté. Parce que moi, je me souviens de cette journée-là où est-ce que c'était comme on se levait le matin, puis il y a un coup d'État en Russie, puis finalement, c'est comme, ah non. Ça, il y a un coup d'État en Russie, puis finalement, il a décidé d'arrêter en mi-chemin, Ouais, puis de se ranger derrière Moscou. C'est comme, OK. Moi, je m'en souviens très bien, ça a ruiné ma Saint-Jean, parce que c'était un 24 juin, évidemment. À suivre ça en détail à l'heure près. Parce que les bouleversements n'arrêtaient pas de se suivre, c'était plus qu'un soap opera. Effectivement, Prigojine, il est à la tête de Wagner, qui est une compagnie paramilitaire très proche du Kremlin, qui reçoit des contrats grâce à aux bonnes grâces de Vladimir Poutine. Et c'est des paramilitaires au sens où ils ont des hommes armés, mais c'est pas l'armée régulière. Ouais. Donc, c'est pas... c'est des mercenaires, si on veut. Voilà, exactement. Et qui recrutent notamment dans les prisons ou des gens, disons, qui n'ont pas toujours des beaux passés. Ouais. Parce que l'important, c'est êtes-vous capable de suivre les ordres et tuer l'ennemi. Ouais. Et c'est eux, pendant une grande partie de la bataille du Donbass, qui vont faire des gains. C'est Wagner, plus que l'armée régulière russe, qui va être la plus performante sur le terrain. Donc, il se sent enguerdi, essentiellement, de ces succès-là, Prigojine. Mais arrive un moment où je pense que Vladimir Poutine et le Kremlin en général sentent qu'ils perdent un peu le contrôle sur cette personne-là, qui est peut-être devenu trop influent. Et ils adoptent une loi en disant que Wagner va être réintégré à l'armée régulière. Donc, va devoir répondre du commandant, du chef des forces armées russes. Et comme tout autre soldat, il lui aura un rôle, mais il ne sera plus à la tête de son armée presque personnelle. Et pour moi, c'est ça la motivation. De dire, lui, il ne pouvait pas l'accepter parce qu'il perdait de son influence, il perdait le contrôle qu'il avait, le prestige même qu'il avait gagné. Il y avait une motivation personnelle à s'en prendre au régime. Ouais. Mais il a utilisé pas cet argument-là pour motiver les autres de joindre à lui, parce que c'est un peu égoïste, mais plutôt c'est là qu'il va faire des grandes sorties en disant que la guerre est menée pour des mauvaises raisons, que c'est mal géré, que le Kremlin a mal anticipé la résistance, a mal équipé les soldats russes, qu'on les envoie sans nourriture, mal approvisionnés de munitions, etc., juste mourir sur les champs de bataille pour rien. Et il va faire cette critique-là publiquement. Ce qui était essentiellement des faits, là. Oui, ce sont des faits. Il n'essayait pas d'inventer de la propagande, là. Il faisait juste dire ce que tout le monde constatait, là. Absolument, mais il le dit publiquement. Et pour essayer de mobiliser justement, je pense, d'autres membres de l'armée russe qui voient ça, puis qui, eux aussi, leurs troupes meurent, pour qu'ils se rallient à sa cause. Et on sait maintenant, donc, il prend quelques milliers de soldats, va occuper une espèce de poste de commandement russe pour la région de l'Est de l'Ukraine et va l'occuper et va leur dire « Joignez-vous à ma cause » et ensuite va prendre la route vers Moscou jusqu'à ce qu'il, justement, ait cet appel téléphonique-là et arrête. Ça marche. C'est confirmé, l'histoire de l'appel téléphonique, tout ça? Disons qu'il y a plusieurs sources qui disent que c'est ce qui s'est passé. Donc, à preuve du contraire, à ma connaissance, c'est ce qu'on sait qui s'est produit réellement. Donc, il y a un argument qui a été assez fort pour dire j'arrête cette... Il s'est dit quelque chose. Cette mutinerie. Cette mutinerie-là, quand même. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait offrir à un homme dont on allait tout prendre? Ouais. Probablement de garder quelque chose. Financier, la vie, sauvegarder sa vie peut-être, et aussi conjugué au fait que s'il n'y a pas de ralliement de masse, essentiellement, il est condamné à mourir. Parce qu'il n'y a pas eu de... Ça n'a pas fait de boule de neige, finalement. Pas sur cette route-là. Qu'est-ce qui se serait produit si c'était arrivé à Moscou et il avait commencé à gagner peut-être de l'influence ou de la notoriété? Je ne sais pas. Mais tout dépend, dans une guerre civile comme ça ou dans un coup d'État, tout dépend des hauts gradés. Et des militaires. Si les militaires en masse se rallient, oui, vous avez une chance. Sinon, si les autorités restent fidèles au président Poutine, vous êtes cuits essentiellement. Donc, qui était sur le bord? Il paraît qu'il y avait certains appuis parmi les généraux russes, mais que ces gens-là ont été rapidement écartés après. Eux aussi ont disparu du portrait. Ce qui est un modus operandi assez traditionnel. Absolument. Tantôt, tu mentionnais que initialement, une des raisons de l'échec initial, c'était de ne pas prendre au sérieux la défense ukrainienne. Qu'est-ce qui s'est passé après
Qu'est-ce que l'armée russe a fait après pour réajuster le tir puis pour nous amener jusqu'à aujourd'hui? Là? Ouais. Donc, au début, l'idée, c'était d'envahir toute l'Ukraine en même temps. Ouais. Et de prendre la capitale. L'idée, c'était d'un blitzkrieg, là, une marche rapide vers la capitale, idéalement que le président Zelensky fuit. D'ailleurs, la France lui avait offert refuge à s'enfuir en France pour contrôler l'appareil d'État. Mm-hmm. Vu la résistance, incapacité de prendre l'aéroport aussi dans la capitale, beaucoup de résistance, etc., les Russes, je crois, de mémoire, en avril, décident de reculer. C'est-à-dire, ils quittent littéralement la capitale, la région de la capitale, la banlieue. Ils étaient rendus, par exemple, dans le coin de Boutcha. Là, on va trouver des fosses communes. Vraiment, des cadavres et des cadavres quand les Russes quittent ce territoire-là. Et décident de concentrer leurs forces dans l'Est. Donc, au lieu de se disperser, parce que c'est jamais une bonne idée, quand il y a de la résistance, d'envoyer un peu de soldats partout, mieux vaut les concentrer quelque part pour essayer de prendre l'assaut. Et ils vont se concentrer sur là où on pense qu'il y avait le plus d'intérêt, c'est-à-dire le Donbass. Donc, les deux régions là, du Luhansk et du Donetsk, pour essayer de prendre le plus possible de ce territoire-là. Et ce qu'ils vont réussir à faire relativement au printemps 2022, jusqu'à l'été et l'automne 2022, où là, c'est la contre-offensive ukrainienne. Je ne sais pas si on s'en souvient, mais il y a un moment à l'été 2022 où c'est les Ukrainiens qui sont à l'offensive, parce que les Russes sont tellement peu nombreux, et les Ukrainiens voient que dans la région de Kharkiv, notamment, et Kherson dans une moindre mesure, mais quand même, donc le sud et un peu plus au nord de l'Ukraine, les Russes sont presque plus là. Donc, parce qu'ils se sont concentrés plus à l'est, là, dans le Donbass. Ouais. Et décident d'attaquer ces positions-là. Et les Russes se replient, mais sur des centaines de kilomètres essentiellement, et va permettre à l'Ukraine de libérer énormément de territoires et de population à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bombardements à ce niveau-là. Donc, c'est des villes qui sont relativement bien préservées. Là, on parle après combien de temps dans la guerre? On parle de l'été 2022. Ouais, donc, l'invasion commence en février 2022 et la contre-offensive va s'échelonner jusqu'au début de l'automne 2022. Ensuite, il y aura une pause. Et à partir de là, les forces russes s'adaptent de manière massive. Premièrement, il y a une mobilisation de 300 000 soldats russes, donc 2 fois plus que ceux qui en avaient. Que la demande initiale. Exactement. Ouais. Et là, ils mènent une guerre d'attrition. Une guerre d'attrition, ça veut dire qu'on utilise l'artillerie, les missiles pour bombarder énormément et progresser vraiment lentement dans la conquête de territoire, au lieu de faire des blitzkrieg puis d'essayer d'envoyer des chars d'assaut très rapidement dans une position pour faire des kilomètres de conquête dans une journée. C'est plutôt, est-ce qu'on peut prendre 100 mètres aujourd'hui, 350 mètres, quelque chose comme ça, progressivement, et vont utiliser une tactique qui est de très grand bombardement d'un côté et la chair à canon. C'est-à-dire d'envoyer des petites groupes de soldats, 4, 6, 8, progressivement prendre quelques mètres. Mourir, ensuite laisser des armes là. Un autre 4 va continuer, mourir, et progressivement comme ça, avec un coût humain astronomique. À coup de mètres, là. À coup de mètres. Ah ouais. Hein? Par exemple, la bataille de Bakhmout, on parle de 30 000 morts, possiblement russes, pour un village. 30 000 morts russes pour combien les morts ici, c'est un terme général, c'est-à-dire blessés assez de ne pas être capable de continuer le combat. Pas blessé, je me suis fait une coupe sur le bras, mais tu n'as pas de jambes, il manque des bras. Tu sais, on est incapacité, donc, à poursuivre le combat. Autour de 30 000. Pour combien d'Ukrainiens? Pour un village. Les Ukrainiens, la difficulté, on a peu d'informations sur les décès et blessés ukrainiens. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'eux ne le disent pas. Ils n'ont pas d'intérêt à s'en vanter. Et les Russes non plus ne se vantent pas sur leurs décès. Mais c'est les Ukrainiens qui disent le nombre de Russes, en fond. Non, c'est les renseignements américains. C'est occidentaux qui, eux, examinent puis qui fournissent les renseignements les plus fiables puis corroborés par d'autres services de renseignement. Mais les Américains et les Occidentaux ne le font pas pour les Ukrainiens. Ils ne veulent pas nuire aux Ukrainiens, donc ils ne font pas le même type de recherche. Disclosure, c'est ça, de divulgation d'informations. En fait, ils savent. La recherche, mais ils font la recherche. Ils vont juste pas nous dire à nous. Ouais, pour pas le dire aux Russes. C'est ça l'idée, pour pas donner un avantage à la Russie. Donc, c'est extrêmement difficile à dire combien d'Ukrainiens sont décédés. Mais on peut supposer que c'est disproportionné. Oui, il y a beaucoup plus de Russes, parce que les Ukrainiens, eux, font pas ça. Eux, quand ils ont fait... parce que là, après ça, cette guerre d'attrition-là, il y a eu une autre tentative d'avoir une autre contre-offensive ukrainienne pour essayer de prendre du territoire. Et rapidement, ils vont arrêter leur offensive, les Ukrainiens, parce qu'ils réussissent pas à percer les défenses, parce que les Russes, ce qu'ils ont fait quand ils ont fait leur guerre d'attrition, ce que j'ai pas dit tantôt, c'est mettre des fortifications. Ils vont mettre des tranchées, des bunkers, vont mettre plein d'obstacles, des mines, Parfois, il y a des endroits où il y avait 5 mines pour 1 mètre carré.
miner le territoire. Ce qui fait que quand les Ukrainiens veulent le libérer, ben, ça prend un temps fou à enlever chaque mine, sinon on sort dessus. Et les Ukrainiens, eux, puisqu'ils veulent protéger la vie de leurs soldats, ne vont pas juste envoyer des milliers de soldats mourir pour progressivement prendre les territoires. Vu leur volonté une éthique, disons, militaire un peu plus comme occidentale, c'est-à-dire on ne veut pas juste une chair à canon, ben, leurs gains vont être marginaux. Eux réussiront pas, et ils n'ont toujours pas réussi à percer les défenses fortifiées de la Russie. Les Ukrainiens sont incapables. Ils n'ont jamais démontré. Même présentement, l'incursion qu'il y a eu en Russie, même, ils n'ont pas percé des défenses très sophistiquées. C'est qu'il y avait des gardes de frontières peu équipés. Il n'y avait rien. C'était des champs. Il n'y avait pas de fortification. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des gains importants. Ils ont surpris les Russes, oui, mais ils n'ont pas réussi à battre les Ukrainiens. Puis la contre-offensive à Kharkiv, tout à l'heure dont je parlais, là, à l'été 2022, elle, c'est un franc succès. Mais elle n'a pas percé des lignes défensives fortifiées. C'était justement parce qu'il y avait peu de Russes. Ouais. Depuis maintenant que la Russie a cette stratégie-là, beaucoup de munitions, beaucoup donc de feu qu'on appelle, donc de frappe sur les Ukrainiens, beaucoup de soldats et des fortifications de mines et de tranchées. Il n'y a rien à faire. Là. C'est difficile pour les Ukrainiens parce qu'ils sont sous-équipés par nous. Parce qu'il y a deux problèmes, c'est les Ukrainiens. Il manque de gens. Ils ont de la misère à mobiliser des Ukrainiens à joindre les forces armées. Là, il y a une campagne qui est en cours. Ça a l'air que c'est prometteur, mais on ne voit pas encore les résultats parce qu'ils sont en formation. Mais de l'autre côté, pour revenir à notre stratégie occidentale, nous étant, disons, l'OTAN de manière générale, l'aide militaire qui va être donnée, enfin, à l'Ukraine, après l'invasion, pas avant, va être toujours limitée, graduelle, progressive, lente, beaucoup, ce qui fait qu'on a donné assez de moyens à l'Ukraine pour se défendre, mais pas assez pour gagner. Au début, est-ce qu'on peut leur donner au début, on donnait des lance-roquettes, par exemple, des grenades, on donnait du faible équipement. Là, il y a un débat. Est-ce qu'on devrait donner de l'artillerie? On a donné de l'artillerie. Ensuite, il y a eu des longs débats sur des chars d'assaut. Ça va être vu comme une escalade, la Russie pourrait réagir. Ouais. Finalement, on a donné des chars d'assaut. Ensuite, il y a eu les missiles de courte portée, missiles de longue portée qui vont être finalement donnés. Mais là, présentement, l'Ukraine, par exemple, a des missiles de longue portée qui ont plusieurs centaines de kilomètres qui pourraient atteindre la Russie. Mais les États-Unis leur empêchent de les utiliser en Russie. Ils ont le droit d'utiliser juste sur la frontière seulement, pas plus loin, parce qu'ils ont peur d'une réaction russe. Donc, à chaque fois, il y a de l'aide qui est trop faible en quantité et qui est très limitée aussi en qualité. Les F-16, par exemple, au début, non, on ne donnera jamais d'avions de chasse à l'Ukraine. La Russie va réagir, armes nucléaires, etc. À chaque fois, c'est ces lignes rouges-là, soi-disant. Elles sont franchies, puis finalement, il ne se passe rien. Ben, les F-16, on en a donné une douzaine. C'est tout. Jusqu'à présent, il y a un engagement d'environ 90 d'ici les prochaines années, mais c'est minuscule comme don. Donc, c'est pas ça qui peut changer vraiment la balance. Fait que la stratégie de l'Occident, dans le fond, c'est de faire le moins possible en ce moment, de regarder ça, puis d'en faire un petit peu pour juste que l'Ukraine puisse tenir son bout dans cette bataille-là, mais finalement, sans vouloir trop piquer Vladimir Poutine. C'est que beaucoup de la stratégie occidentale, c'est de suivre ce que les États-Unis font. Ouais. Et présentement, la stratégie américaine est extrêmement prudente. Biden a une politique là, très lente. Il est le dernier souvent à décider d'envoyer des chars d'assaut. Le dernier avec les missiles de longue portée, c'est les Français et les Britanniques qui vont être à l'avenant. Mais c'est eux qui disposent du plus gros arsenal militaire sur la planète. Donc, si eux ne sont pas d'accord, il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas faire. Par exemple, l'Allemagne a beaucoup d'équipements militaires, mais ne veut pas en donner si les États-Unis n'en donnent pas. Donc, il y a comme une espèce de boule de neige que si on ne réussit pas à débloquer aux États-Unis, c'est difficile. Et là, le problème aux États-Unis, c'est que l'administration Biden, au début, voulait aider l'Ukraine, mais pas trop. Donc, pour tester un peu la réaction russe à chaque palier qui était franchi, chaque ligne rouge qui était franchie, voir quelle serait la réaction. Et depuis, il y a une fatigue. Une fatigue de l'opinion publique, mais il y a surtout une fatigue chez les républicains, en grande partie, où une majorité trouve que les États-Unis en ont trop donné. Et donc, c'est difficile de passer des budgets militaires importants. Il y en a un dernier qui est passé de 60 milliards, mais sur les 60, c'est environ une vingtaine seulement qui va réellement à l'Ukraine. Le reste, c'est pour renflouer les stocks américains chez eux pour eux. C'est pas la même chose. Et dans ce contexte-là, s'il n'y a pas ce leadership-là américain de dire on va vraiment leur donner l'équipement nécessaire pour vaincre, c'est difficile de rallier les autres pays. On est à la remorque parce que, par exemple, au Canada, nous, à chaque fois qu'on a fait des annonces, c'était après que les autres se sont prononcés, puis il y a beaucoup de pression politique à dire, ben vous, qu'est-ce que vous allez faire? Mais le Canada, comme pour d'autres pays, même quand on a voulu leur donner, on voulait leur donner des chars d'assaut, ben il faudra en avoir.
Au début, on en a donné 4, puis là, le chef d'état-major a dit, le ministre de la Défense à l'époque, Anita Anand, a dit, on ne peut pas en donner plus, sinon on va nuire aux forces armées canadiennes, il n'y en aura pas d'autres, parce que les militaires canadiens ne veulent pas donner de chars d'assaut, parce que quand est-ce qu'on va en avoir d'autres? Ouais, c'est ça. Les pays n'ont pas voulu investir. Si les Occidentaux avaient su que la guerre n'était pas être longue, puis qu'on voulait aider l'Ukraine à long terme, ce qu'on aurait dû faire, c'est ce que le Danemark a fait au début, puis maintenant, eux aussi, il y a une lassitude, c'est on va donner notre équipement, on va s'en acheter du nouveau pour nous, neuf et donc modernisé, ce qui fait que ça va aider les Ukrainiens à court terme, puis nous, on va avoir une meilleure armée, puis on va acheter ce qui fonctionne. On voit ce qui se passe à se battre contre la Russie, on sait quels équipements dont on a besoin, puis achetons-en. Mais nous, par exemple, au Canada, on a donné 8 chars d'assaut, on réfléchit à savoir si on devrait en acheter d'autres. Toujours. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, ça va prendre des années. Réflexion. Une très longue réflexion, toujours sans plan. Alors voilà, le problème, les Occidentaux ont de moins en moins de capacité d'aider parce qu'ils n'ont pas réinvesti pour acheter ce qu'on a donné. Et la production, par exemple, de munitions va prendre des années avant qu'elle soit au niveau de pouvoir leur en fournir. Donc c'est long, c'est lent, l'opinion publique n'est pas tout à fait à l'avenant. Et il faut quand même le dire, l'Ukraine n'est pas vue comme une menace à la sécurité nationale de beaucoup de pays. Ouais. Parce qu'il y a une raison pour laquelle, au début, les pays ne voulaient pas défendre l'Ukraine. Ils pensaient, qu'il était pour tomber rapidement, donc ça ne vaut pas la peine, mais aussi parce qu'on jugeait essentiellement que la Russie pourrait contrôler ce pays-là et que finalement, ça ne serait pas un si grand danger. Depuis, il y a un changement de position. La France, notamment sous le président Macron, a une position beaucoup plus tranchante en disant qu'il envoie de la sécurité européenne, etc. Le discours est là, mais l'aide que la France donne à l'Ukraine est minuscule quand on le compare à d'autres pays. Par exemple, les pays baltes, c'est eux qui donnent le plus, en proportion de leur... Ils sont tout petits, ils sont minuscules, c'est gros comme Laval en termes de population, mais quand on le compare de leur économie, de ce qu'ils donnent, c'est énorme, parce qu'eux, ils pensent être les prochains, mais les gros pays, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, les États-Unis, donnent relativement peu. Ce qu'on investit en Ukraine, c'est une fraction, par exemple, des coûts, par exemple, à la guerre en Afghanistan ou la guerre américaine en Irak. C'est minuscule, les budgets qui sont donnés à ce niveau-là. Puis est-ce qu'une plus grande aide de l'Occident pourrait réellement avoir un effet sur une désescalade de la guerre et de la violence là-bas, ou au contraire, ça aurait un résultat juste de plus de morts et plus d'affrontements? À cet argument-là, moi, je dis, il y a déjà plein de morts. Ouais. On donne très peu et il y a plein d'Ukrainiens qui meurent. À chaque jour, il y a des pluies de missiles. Puis là, il y avait récemment la plus grande attaque de missiles et de drones contre la Russie depuis le début de la guerre. Ils ont frappé des hôpitaux, ils ont frappé des écoles, ils ont frappé des centres d'achat, des gares. Il y a du monde qui meurt. Même si on donne très peu. On en est où d'ailleurs à ce niveau-là? C'est parce que justement, comme tu disais, il y a une lassitude, on en parle moins dans les médias. Mais aujourd'hui, il y a encore à chaque jour des gens qui meurent. Puis est-ce que c'est chiffrable, ça, finalement? J'ai pas les chiffres en tête présentement, mais oui, il y a des morts quotidiennes. On les annonce dans les frappes contre les civils, surtout. C'est surtout les civils qu'on compte. Parce qu'il y a des organisations des Nations Unies qui sont sur le terrain puis qui observent et on fait le décompte. Dernière fois que j'avais regardé, on était autour de 40 000 civils qui seraient décédés. C'est probablement augmenté depuis, à vérifier, sous toute réserve. Mais oui, il y a des frappes et l'Ukraine réussit à empêcher beaucoup de ces missiles-là contre les infrastructures civiles parce que là, on leur a donné, et elle avait, avant l'invasion, des défenses antiaériennes. Mais là, il manque de munitions. Parce que ce que la Russie fait, c'est qu'elle a vu qu'elle a de la misère à percer parce que souvent, ils sont interceptés. Ces missiles sont abattus par les défenses aériennes ukrainiennes. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attend, elle reconstitue ses stocks et elle en envoie des centaines d'un coup. Ce qui fait qu'il y en a certains qui percent et c'est eux qui font les décès. Là, ce qu'on craint, c'est que l'aide au début est plus à l'avenant. Donc, il y a une régression de l'aide, il y a une régression du nombre de missiles de défense antiaérienne qu'on donne. Donc, progressivement, la défense aérienne ukrainienne va être de plus en plus poreuse. Il y a de plus en plus de gens qui vont mourir. Donc, quand on dit on veut sauver des vies, pourquoi pas donner des missiles pour se défendre contre des missiles russes qui tombent sur la tête? Pour moi, c'est pas attiser la guerre, c'est empêcher des gens de mourir. Si on pense que une armée ukrainienne désarmée va favoriser la paix, moi, je regarderais février 2022, il y avait une armée ukrainienne désarmée. Ça n'a pas empêché la Russie de l'envahir. Au contraire, ça l'a encouragé. Donc, pourquoi penser que dans 2 ans, l'Ukraine désarmée, la Russie ne voudrait pas juste continuer son travail? Je ne vois pas dans quoi ça, c'est une paix. Ouais. Si la Russie a pour ambition de contrôler ce territoire-là,
Que ce soit de notre faute à cause de l'expansion de l'OTAN ou pas, c'est un débat qui est plus théorique parce qu'il est passé aujourd'hui entre historiens ou politologues. L'important, c'est qu'il y a ces ambitions-là et Vladimir Poutine le dit qu'il veut contrôler ce territoire-là. Il veut une Ukraine désarmée, non membre de l'OTAN. Pourquoi? Pour mieux l'agresser plus tard. Si on n'est pas membre de l'OTAN, si l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, il n'y aura personne qui va se porter à sa défense. Puis si elle est désarmée, l'armée ukrainienne ne pourra pas résister. Pourquoi il veut ça? Ça sera pour retourner. À mon avis, c'est plutôt simple. Donc, pour moi, la seule façon qu'il y ait une paix possible, c'est de changer le calcul de Vladimir Poutine. Que ça coûte plus cher de maintenir la guerre que de le stopper. Et pour ça, à mon sens, il faudrait effectivement une augmentation qualitative et quantitative d'aide à l'Ukraine, mais pas directement. Il faudrait que ça soit associé à des négociations diplomatiques. Ça ne peut pas être juste le glaive. Il faut aussi des négociations. C'est comme ça qu'on règle les conflits. On dit, par exemple, on veut une négociation de paix, et si vous ne négociez pas de bonne foi, on va leur donner X nombre de missiles, on va leur permettre des frappes dans le territoire russe, on va leur donner tel et tel moyen, et on le fait graduellement à mesure pour faire pression pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça, pour moi, c'est ce qui m'apparaît de l'histoire des conflits, comment ça s'est réglé dans le passé, la stratégie la plus plausible de mettre fin à cette guerre-là. Donc, les sanctions économiques en ce moment, ils sont insuffisantes pour faire bouger quoi que ce soit. Absolument. Elles nuisent à l'économie russe, elle pourrait être plus prospère, mais elle a réussi à le contourner. Les Russes se sont adaptés. Ils ont déjà changé leur marché d'exportation vers la Chine et ils importent beaucoup de produits non militaires de la Chine, parce que la Chine ne veut pas être sous l'effet de sanctions américaines, donc ne donne pas d'équipement militaire comme tel, mais elle donne de la machinerie ou des équipements civils qui sont réutilisés ensuite à des fins militaires par la Russie. Par exemple, on va utiliser les chips, les semi-conducteurs, je crois qu'on dit en français, de certains équipements civils. Les matériaux vont être... On va les utiliser pour contourner ces sanctions-là qui sont imposées, parce que le problème des sanctions, pour que ça soit efficace, il faut que tous les pays de sa planète l'imposent. S'il y a un marché énorme comme la Chine décide que non, nous, on n'applique pas les sanctions, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y aura d'autres débouchés commerciaux. Beaucoup de pays du Moyen-Orient aussi ne les appliquent pas. Donc, on vend du matériel à des pays du Moyen-Orient qui, eux, ensuite vendent, ou la Russie le vend à ces pays-là et eux le vendent à d'autres, pour qu'on utilise un peu des relations triangulaires pour contourner ces sanctions-là. Et tant que ça se produit, les sanctions n'auront pas l'effet désiré, c'est-à-dire dissuasif. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire que des sanctions soient assez coûteuses pour empêcher un pays de faire la guerre. Et juste le coût de cette guerre-là pour Vladimir Poutine en budget militaire, premièrement, mais aussi on parlait de char à canon, plutôt juste à quel point il va pouvoir continuer juste aussi d'envoyer des soldats, d'envoyer des gens, à maner aussi peut-être l'opinion publique va pouvoir switcher, à maner peut-être que la pression va tellement être forte à l'interne qu'il ne pourra plus continuer. Le truc de la société russe, c'est qu'il y a une grande partie qui est apathique, donc qui est dépolitisée, parce qu'on a enlevé la politique du discours public. C'est pas quelque chose qu'on fait. On fait pas de podcast sur les questions internationales en Russie, librement, où on peut juste jaser de comment on voit les choses. Dans ce contexte-là, c'est difficile d'avoir une mobilisation. Beaucoup d'élites qui s'opposeraient ont quitté la Russie aussi. Il y a beaucoup de gens en exil. Et la dernière fois qu'il y a eu cette mobilisation-là, je parlais d'augmenter le nombre de soldats. Donc, il a fait une mobilisation il faut 300 000 troupes. Il y a des centaines de milliers de Russes qui ont quitté. Ils ne voulaient pas, eux, mourir sur le champ de bataille, donc ils sont partis. Donc, oui, ça peut avoir des coûts. Ce qui fait qu'on pense que, les experts militaires pensent que la Russie est capable de maintenir jusqu'en 2026 son rythme, mais pas d'augmenter drastiquement le nombre de soldats qu'elle a sur le champ de bataille. Donc, à chaque année, il y a de la conscription de à peu près 150 000 nouveaux soldats qui joignent les forces, parce que c'est une question d'âge. Quand vous arrivez à 17-18 ans, vous faites votre service militaire. Et ce que la Russie fait, c'est qu'elle offre à ces conscrits-là, eux, ils n'ont pas le droit d'aller sur le champ de bataille. Donc, on leur offre par contre des contrats. Donc, ils deviennent des contractuels. Puis on leur offre de l'argent, littéralement. Beaucoup plus que l'argent qu'ils ferait s'il y avait une job normale. Et s'ils décèdent, on offre une pension à la famille. Donc, pour beaucoup, qui sont dans une situation économique très, très pauvre, ça peut être une voie de salut. Donc, si je réussis à survivre, j'ai ce salaire-là. Puis sinon, si je décède, ma famille va pouvoir se nourrir avec les pensions données par l'État. Donc, on utilise ce bassin-là pour maintenir l'effort de guerre. Et ça semble être soutenable. Mais d'augmenter drastiquement le nombre de soldats, ça semble insoutenable. Ça veut dire qu'il y a une limite à ce que la Russie peut faire sans antagoniser davantage sa population. Ce qui serait le pire, par exemple, c'est de forcer des centaines de milliers de Russes à joindre à nouveau l'armée. Il y aurait encore beaucoup de gens qui quitteraient et
à un moment donné, l'économie ne serait pas capable de le prendre. Parce que quand on est dans une économie de guerre, si on prend tous les jeunes hommes de 18 à 40 ans, il n'y a plus personne dans les manufactures, dans les usines. Il faut aussi du monde qui produise l'équipement militaire, pas juste des gens qui sont sur le champ de bataille. Ça prend cet équilibre-là qui serait difficilement maintenable. Mais c'est pas un problème pour la Russie, à mon avis, cette question-là du personnel, parce que il faudrait que l'Ukraine soit capable de tellement mobiliser plus de sa population pour qu'il y ait un rapport de force, disons, asymétrique, là, où l'Ukraine aurait plus de soldats sur le territoire offensif de la Russie que la Russie, pour que ça soit un enjeu. Mais c'est pas le cas. L'Ukraine a énormément de difficultés à mobiliser à persuader les jeunes hommes ukrainiens à joindre les forces armées. OK. Et ça, c'est une difficulté pour elle. Donc, il y a notre part de responsabilité de ne pas donner assez, à mon sens, pour sauver des vies en Ukraine, mais aussi beaucoup de problèmes au sein de la société ukrainienne, à voir la guerre comme quelque chose de distant, parce que c'est un peu comme chez nous, tu sais, s'il y a des feux de forêt en Colombie-Britannique, c'est très loin, c'est notre pays, mais on le voit pas au quotidien, donc on fait notre vie comme Kiev, puis la vie continue, mettons. Là, oui, puis s'il y a des défenses antiaériennes, ben il n'y a pas beaucoup de missiles qui s'abattent sur ta ville, ils tombent plus ailleurs sur le champ de bataille, donc on voit moins la réalité de la guerre, donc ça mobilise moins. Et je pense que c'est une des raisons qui a amené, il y a plusieurs causes à ce phénomène-là, mais c'est une des raisons, je pense, qui a motivé le président Zelensky à faire cette offensive-là en Russie, pour montrer à l'Occident qu'on est capable de faire, que l'Ukraine est capable de faire des offensives avec succès. La dernière percée. La dernière percée, qui sont rentrés en Russie et qui occupent présentement près de 1000 km² en Russie, dans la région de Koursk. Pourquoi? Parce que, oui, pour disons, montrer aux Occidentaux qui sont capables de gagner et d'être à l'offensive, mais aussi, je pense, envers la population. Parce que le discours à l'époque, à ce moment-là, dans les médias, c'est la Russie prend de plus en plus de territoire. C'est lent, mais ils gagnent des kilomètres à chaque semaine. Donc, éventuellement, ça va se rejoindre jusqu'à des villes importantes. Quand c'est ça le narratif, ça ne vous donne pas vraiment le goût d'aller vous battre si votre pays est en train de perdre. Ouais. Parce que peut-être que cette offense-là va dire on est capable de faire quelque chose. Je veux joindre cette brigade-là ou ces brigades-là et je veux faire la différence sur le terrain. Mm-hmm. Tu disais tantôt que la solution que tu voyais, c'est un support augmenté de l'Occident parallèle avec une négociation. Mais comment tu négocies avec Vladimir Poutine? Avec des menaces. Avec des menaces? Oui, en disant, voici ce que je te propose à faible coût, c'est le feu immédiat, ou sinon, voici ce que je vais donner à l'Ukraine. Ouais. Augmenter le coût. Et s'il y avait par exemple, si les Américains disent on donne 350 F-16 avec des missiles qui ont frappé Moscou, c'est un impact là, que ça peut avoir sur les décisions russes, possiblement. Mais la ligne rouge dont tu parles tantôt, les multiples lignes rouges qui à chaque fois sont dépassées et qui ne se passe jamais rien, tu penses pas qu'il y en a une fois qui va être la vraie? C'est possible. Et c'est pour ça que ces négociations-là se font en privé. Ouais. Elles ne se font pas devant une télévision d'État. Elles se font avec des gens qui veulent éviter ça. Mm-hmm. La Russie n'a pas intérêt à une guerre nucléaire qu'elle va perdre de toute façon. En fait, personne ne gagne une guerre nucléaire. Non, c'est ça. Donc, et le tabou nucléaire, de l'usage d'une arme nucléaire par la Russie en Ukraine ou ailleurs pour démonstration de force, est tellement vu comme... Ce tabou-là est tellement important. Il n'y a pas eu d'utilisation d'armes nucléaires depuis 1945. Pour une raison, les pays ne veulent pas traverser ce Rubicon-là. Et c'est pas juste les États-Unis. C'est la Chine et l'Inde et d'autres pays qui disent à la Russie, faut pas aller là. On peut pas se permettre que l'arme nucléaire soit vue comme casual, comme une arme comme les autres pour gérer nos conflits. C'est indécent. Ouais. Ce qui fait que cette pression internationale serait immense contre la Russie également. Et ces accords de paix-là doivent être pas faits juste États-Unis-Russie, mais inclure justement des pays comme la Chine et d'autres, à mon sens, pour offrir la plus grande chance de pression en disant qu'il y a une alternative qui est pas tout à fait déshonorable à la Russie à amener la paix. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste détruire l'armée russe. Vous pouvez vous retirer en tout honneur si vous voulez déclarer à la Russie que, à la population, par exemple, Poutine pourrait dire assez facilement, on a atteint nos objectifs. C'est bon, on arrête la guerre, on a contrôlé le territoire qu'on voulait. Et les Russes ne vont pas dire « Ah non ». Il y a une minorité qui serait peut-être contre un tel cessez-le-feu. La majorité dit d'accord, enfin, on peut retourner à la vie régulière. Donc, il n'y aura pas beaucoup de coûts à son pouvoir, à mon avis, s'il y a un cessez-le-feu.
Si on demandait à la Russie de retirer ses troupes de l'Ukraine puis d'avouer sa défaite, là, oui. Ça serait beaucoup trop coûteux. Il n'y a pas d'intérêt pour Vladimir Poutine. Ça serait un affront à son propre pouvoir et à sa décision. Mais si, par exemple, un cessez-le-feu sur les lignes actuelles, pour moi, m'apparaîtrait plausible là, du point de vue russe. Surtout s'il y a une pression où il n'y a pas d'alternative. Que si le seuil nucléaire est impossible parce que l'isolement et les catastrophes nucléaires, parce que l'utilisation d'une arme pour amener... Par exemple, ce qu'on pense avoir été le message des Américains officieusement aux Russes quand il y avait les premières menaces d'utilisation d'armes nucléaires par la Russie, c'était de dire que les États-Unis, ne réagiraient pas avec l'arme nucléaire, eux, mais avec des armes conventionnelles, directes, et détruiraient l'armée russe en Ukraine. Mm-hmm. Et que cette menace-là, si elle est crédible, et c'est le cas, peut amener à reconsidérer l'usage d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire qu'il serait dans un rayon plutôt limité, parce qu'il n'y aurait aucun gain ensuite. Ce serait juste la fin de l'armée russe, de ces centaines de milliers de soldats en Ukraine. Et donc, la vacillation du pouvoir, parce que si vous n'avez pas d'armée de votre côté, comment on reste en poste dans une dictature? Il faut l'armée de son côté. Donc, je pense qu'il y a moyen de créer des menaces suffisamment coûteuses pour la Russie, pour Vladimir Poutine en particulier, pour le faire infléchir. Mais pour ça, il faudrait une cohésion de l'Occident, un leadership plus grand et un ralliement de d'autres pays aussi, incluant en particulier la Chine. Est-ce que tu y crois à cette possibilité-là? Ou comme là, tu dis que c'est la façon avec laquelle ça pourrait se régler, mais est-ce que tu penses que ça va se régler de cette façon-là? Éventuellement, il y aura un cessez-le-feu. Il n'y a pas de guerre qui finisse jamais. Ça s'est jamais passé. Des guerres qui durent longtemps, par exemple. Mais il y en a qui durent 20 ans, comme en Afghanistan. Donc, il y en a qui durent longtemps. Et sont très coûteuses. Guerre de Corée aussi, qui a coûté des centaines de milliers de soldats qui sont morts. Mais éventuellement, il y aura un règlement. Je ne crois pas que le contexte politique présentement s'y prête bien. Parce que, le président Biden actuel, il est en fin de mandat, assuré. En fin de vie aussi, certains diraient. Oui. Son comportement jusqu'à présent ne semble pas démontrer qu'il veut prendre cette stratégie-là. Au contraire, il y a une prudence beaucoup plus grande dans son administration que certains autres faucons, qu'on les appelle, poussent. Et les deux candidats, donc Kamala Harris et Donald Trump, ne préconisent pas ce que je vous ai dit. Donald Trump dit qu'il va le régler en 24 heures, sans dire comment. Ça va être facile. Et peut-être qu'il va juste dire à la Russie, prenez tout ce que vous voulez, puis on arrête d'aider l'Ukraine. On ne le sait pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il pourrait vouloir donner de l'aide militaire à l'Ukraine ou menacer. On ne sait juste pas parce que je ne suis pas sûr que lui-même le sait. Non, lui, il pense que juste se présenter à la table en serrant la main en regardant Vladimir Poutine dans les yeux, il était pas réglé. The art of the deal. On arrête. Va tout régler. Je pense qu'il y a un certain un ego, disons, assez grand qui est démesuré. Je pense que c'est fair de dire ça. Je pense que oui. Et son premier mandat nous montre qu'il n'a pas réglé aucun conflit. Et de l'autre côté, Kamala Harris, quelle est sa politique ukrainienne? Aucune idée. Moi, je ne le sais pas. Quelle est sa politique? On a regardé, j'ai regardé la convention, j'ai regardé l'entrevue à CNN très longue, approfondie. Je ne le sais pas. Peut-être que dans les débats, il y aura une clarification. J'ai regardé, il y a un programme aussi qui est en ligne là, sur le site du Parti démocrate. Ça dit juste qu'on va soutenir l'Ukraine. OK, mais encore, concrètement, comment on atteint la paix? Sur la plupart des gros enjeux, Kamala Harris est vague parce qu'elle mène dans les sondages. Donc, on craint absolument un bon conseiller électoral va vous dire, dis le moins possible. Puis on va garder le momentum. Un peu comme Poilievre. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Réparer le budget, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il va le faire. Le common sense. Puis moins il en dit, plus le monde va dire, oui, le gros bon sens, moi je suis d'accord, mais jusqu'à ce qu'on dise, mais c'est couper ta pension. Là, peut-être pas. Donc, on ne veut pas aller dans le détail de ce qu'on va faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de Kamala Harris d'être trop détaillé, sauf si on la force, par exemple, dans un débat, à dire, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une question au débat. Quelle est votre stratégie ukrainienne? Comment vous allez amener la paix dans ce pays-là? Autant à Trump qu'à Harris, on gagnerait à avoir cette clarification de leur côté. Oui, c'est vrai. Puis c'est un enjeu, j'imagine, que quand même beaucoup de monde sont... C'est sûr que là, il y a un épuisement de la couverture de ce sujet-là. Mais c'est un enjeu qui doit avoir beaucoup de monde qui s'intéresse. Là. Je pense que oui. Puis ça nous coûte plus cher de ne pas le faire. C'est ça l'autre chose, je pense qu'il faut mentionner. Si on ne le fait pas, si c'est une guerre qui dure longtemps et qui coûte énormément de vies ukrainiennes et qu'il y a cette aide-là ponctuelle mais limitée qui est donnée à l'Ukraine, ce que ça veut dire, essentiellement, c'est qu'on doit mettre notre argent ailleurs.
On doit réinvestir pour avoir des soldats, par exemple, canadiens en Lettonie, pour protéger la Lettonie en cas d'agression russe. Pourquoi? Parce que si la Russie gagne en Ukraine, elle pourrait se dire que la crédibilité de l'OTAN est entachée parce qu'ils ne veulent même pas défendre ce pays-là. On peut les diviser, on peut imposer un fait accompli, où les pays vont dire, ben, vu qu'ils ont réussi à faire ces gains territoriaux-là, qui nous dit qu'ils ne vont pas nous attaquer plus tard? Surtout si Donald Trump est élu, qui dit lui-même aux adversaires de l'OTAN, ben, si vous n'avez pas payé assez, si vous ne dépensez pas plus que 2% du PIB dans votre défense, ben, on ne va pas vous défendre. Donc, quand on est dans une incertitude comme ça, ces pays-là veulent une présence de troupes étrangères sur leur territoire. Mais ça nous coûte de l'argent à nous. Envoyer des soldats canadiens, des milliers de soldats canadiens en Lettonie, de l'équipement militaire pour les protéger. Puis, ben, s'il y a une guerre, ben, ils meurent, ben, il faut en envoyer d'autres, puis il faut faire la guerre à la Russie. On n'a pas intérêt à faire la guerre à la Russie. Pourquoi nous combattre la Russie ailleurs plutôt qu'à aider les Ukrainiens à combattre la Russie maintenant? Je ne vois pas le coût. Où est-ce qu'on sauve de l'argent ici? Moi, je trouve que c'est mieux de donner de l'aide militaire à des pays, à des gens qui en veulent, qui disent, nous, on est prêts à se battre. Aujourd'hui, nous, et c'est eux qui nous réclament. On ne leur répond pas. Personne ne dit à l'Ukraine de se battre. C'est eux qui veulent se battre. Ils le font eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes. Nous, tout ce qu'ils nous demandent, c'est de l'équipement militaire. Et pour le Canada, qui a sous-investi en son armée depuis des décennies, ce serait peut-être une bonne opportunité de donner son vieux stock, puis de prendre 10 ans pour reconstituer les forces armées canadiennes avec du stock moderne, pour qu'éventuellement, on ait des capacités, puis on accepte un risque de 10 ans, de toute façon, qui va envahir le Canada. En attendant, on envoie notre équipement et on fait un grand programme de modernisation et d'acquisition militaire pour nos soldats. Pour moi, ça m'apparaît beaucoup moins coûteux. Je fais une parenthèse juste sur ce sujet-là, mais pour toi, c'est nécessaire qu'un pays comme le Canada se modernise puis continue d'investir autant dans son armée puis dans... Je pense que oui, parce que si la sécurité européenne est menacée, historiquement, on va défendre l'Europe. On l'a fait 2 fois au 20e siècle. Parce que une hégémonie hostile à nos cousins, disons, européens, mais aussi à notre économie, à nos relations économiques avec l'Union européenne, et à l'idée de ce qu'est la démocratie. C'est ça. C'est extrêmement coûteux. Aussi, exactement. Je ne crois pas à une menace sur le territoire canadien, terrestre. Il y a une menace aérienne et maritime, assurément, par contre. Parce qu'il y a des chasseurs, des bombardiers russes et chinois qui tentent de pénétrer, ou du moins s'approchent des zones aériennes canadiennes. Il y a des sous-marins dans nos eaux maritimes de puissance étrangère. Il y a la volonté de la Chine d'avoir une présence arctique de plus en plus renforcée pour de l'exploration scientifique, mais qui peut être vue aussi pour de l'espionnage ou pour possiblement même certains intérêts de développement économique, par exemple de forage ou etc. Donc là, cette menace-là maritime et aérienne, elle est claire, et c'est là que je pense qu'on devrait investir chez nous pour nous défendre. Mais l'armée de terre canadienne, je ne crois pas, aura un rôle réel et important pour défendre le territoire canadien dans le cas de conflit. Elle sert plus davantage à, par exemple, quand il y a des inondations, quand il y a des feux de forêt, quand il y a des crises nationales d'urgence. Mais disons, les forces mécanisées, l'artillerie, les défenses antiaériennes et tout ça serait beaucoup plus utile, je pense, soit aux Ukrainiens ou à nos propres forces en Europe de l'Est, parce que si on empêche le conflit de commencer, ben nous, on ne sera pas en guerre. Tandis que si on laisse le conflit progresser en Europe... Là, on va le devenir. Ben, éventuellement, on va être aspiré dans ce conflit-là. C'est toujours moins coûteux d'investir dans l'armée pour dissuader que d'investir dans l'armée pour se battre. Parce que dissuader, ça veut dire quoi? C'est empêcher quelqu'un de faire quelque chose. On ne veut pas que vous nous envahissez, puis tout ce que ça prend, c'est être crédible, donc de dire qu'on va défendre ces pays-là, donc il faut qu'on soit crédible à ce niveau-là, et qu'on ait la capacité de le faire. Mais si on ne l'utilise pas, ben ça ne demeure pas. Cet équipement-là n'est pas usé. Oui, il faut le remplacer, mais toute l'armée canadienne qui était investie pendant la guerre froide, là, on en avait des chars d'assaut, on en avait des défenses antiaériennes, on avait tout cet équipement-là. On défendait une partie de l'Allemagne au Canada et ensuite en Norvège également. C'est le rôle qu'on a fait et ça a empêché, selon plusieurs, la guerre de se propager en Europe de l'Ouest. Parce qu'il y avait des troupes occidentales. Donc pourquoi nous, on devrait se défiler de cette responsabilité-là en disant aux Européens, ben arrangez-vous, nous, on ne va pas vous défendre. Parce que s'il y avait un conflit chez nous, je pense qu'on aimerait ça, que les Européens et les Américains soient de notre côté. J'en reviens à la question de la menace nucléaire, puis tout ça, puis de la négociation économique comme sortie possible de conflit, mettons. Est-ce que c'est les arguments rationnels
est-ce que c'est le langage que Vladimir Poutine parle? Dans le sens que, tu sais, évidemment, toute personne rationnelle et saine d'esprit veut éviter un conflit nucléaire à tout prix, mais, tu sais, puis on entend toutes choses sur l'état mental de Vladimir Poutine, puis probablement qu'on le connaît pas parce que c'est dur d'avoir des informations sur sa garde rapprochée. Mais tu sais, si on l'imagine comme un homme avec un ego démesuré, facilement froissé, un peu erratique, qui prend des décisions impulsives, est-ce que réellement c'est par la rationalité qu'on sort d'un conflit comme ça? Puis est-ce que justement un matin qui se sentirait froissé puis qui se sentirait atteint dans son ego pourrait pas juste décider de peser sur un petit piton? Puis après ça, je sais pas s'il a le pouvoir de faire ça absolu dans son pays, mais bref, comment qu'on négocie avec quelqu'un comme ça, finalement? Dans le passé, il y a eu des négociations, puis de ce qu'on comprend, c'est la force qu'il comprend. C'est le langage de la force. Il a une rationalité. On l'a vu, la réaction du président Poutine depuis 2 ans, on voit comment il réagit. Au début, il dit, si vous envoyez des chars d'assaut, armes nucléaires. Finalement, il n'y en a pas. Parce que c'est complètement fou de penser qu'il utiliserait une arme nucléaire pour une telle chose. On n'est pas en train d'attaquer Moscou, là. On est en train d'aider Kiev à se défendre. C'est pas la même chose. Il y a cette rationalité-là. Au début, il disait, faut pas qu'il y ait d'expansion de l'OTAN. Si la Finlande et la Suède joignent l'OTAN, ben on va attaquer ces pays-là, puis ça va être l'arme nucléaire. Mais non, ça n'a aucun sens qu'il fasse une telle chose. Et quand il y a eu un échec sur le terrain, donc le champ de bataille, on parlait de la bataille de Kiev, essayer de prendre la capitale rapidement. Quand il a vu que ça ne marchait pas, ben, il a changé de stratégie. Il n'a pas juste dit allez, on y va, armes nucléaires, on bombarde tout. Il a essayé de concentrer ses troupes. Et il a démontré de la rationalité depuis le début. Et il pensait réellement, je pense sincèrement, gagner cette guerre rapidement. Ouais. C'était rationnel. Comme les États-Unis pensaient que la guerre en Irak se passerait rapidement, que ce serait sorti d'affaires, qu'on pourrait mettre la démocratie en Afghanistan en quelques années. On n'est pas c'est pas les seuls à se tromper dans notre ego, dans la pensée que notre système est supérieur. Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un de complètement irrationnel qui prend une décision impulsive qui fait un peu, qui est dur à prévoir, finalement. Je n'ai pas vu de décision impulsive. Nommez-moi-en une. Décision impulsive, complètement folle, qui a été faite par Vladimir Poutine. Parce qu'à la lumière de ce que tu disais, effectivement, au début, même les Américains pensaient que ça allait finir vite. Là. Oui. Fait que sa décision n'était pas mal calculée ou mal informée. Elle était mal renseignée, possiblement. Ben, possiblement, mais c'est une erreur que beaucoup ont faite. Exactement. Ouais, je comprends je comprends. Tout à fait. Je comprends. Est-ce que c'est... avant de terminer, est-ce que c'est chaud encore en ce moment? Est-ce que toi qui suis ça, tu es à l'affût encore de qu'est-ce qui pourrait se passer demain? Est-ce qu'on est encore sur le qui-vive ou comme là, on est plus en mode... Ça bouge lentement. Ça bouge lentement, puis il n'y a pas vraiment de grosses affaires qui peuvent s'en venir à tout moment. Là, non, ça bouge de plus en plus vite depuis l'été. Ah ouais? Oui, puis depuis même l'offensive à course, ça bouge encore plus. Ce qu'on voit, c'est que au début de l'été, la progression russe dans le Donbass était très, très lente. Et elle s'est accélérée. Parce qu'il y a eu une concentration des forces, parce qu'il y a un épuisement aussi des troupes ukrainiennes. Il n'y a pas eu les renforts qui ont été renvoyés parce que ça leur prend trop de temps à avoir des soldats pour remplacer ceux qui sont épuisés, fatigués ou décédés ou blessés sur le champ de bataille. Et les munitions qu'on leur a données sont bien, mais sont insuffisantes. C'est toujours un rapport de 7 contre 1. Il y a 7 obus russes pour 1 obus ukrainien. Encore aujourd'hui. Et c'était pire. C'était 10 contre 1 à l'automne quand les Américains avaient tergiversé. Est-ce qu'on va les aider? On va pas les aider? Et le Canada, ben, on parle même pas. On n'a même pas assez pour nous, encore moins en donner aux autres. Et nous, on réfléchit encore à peut-être augmenter notre production. Peut-être. Un jour. On va le faire. On réfléchit 2 ans plus tard. Je trouve ça complètement fou. Donc, oui, ça bouge énormément. Le rapport de force et de personnel est au désavantage de l'Ukraine, ce qui fait que les gains sont de plus en plus accélérés. Mais depuis l'offensive de Koursk, le but, un des buts du président Zelensky, c'était qu'il y ait une dispersion des forces. C'est-à-dire que les troupes russes, pour enlever la pression sur le Donbass, on va attaquer à Koursk dans le nord du pays. Ce qu'ils vont faire, ils vont enlever des troupes de là, puis ils vont les redéployer dans le nord, puis comme ça va enlever la pression là où on est en train de perdre. Et c'est pas ça que les Russes ont fait. Les Russes ont préféré, et Poutine préfère que les Ukrainiens s'installent en Russie, les laisser là, puis juste les bombarder sans essayer de reprendre le territoire, mais tout en gardant ses troupes d'élite et les plus importantes dans le Donbass pour continuer ses percées. On pense que
plusieurs villages dans le coin vont tomber au cours des prochains jours, sinon semaines, comme Pokrovsk, qui est quand même un nœud logistique important, qui pourrait tomber dans les prochaines semaines, à mon avis, et que cette progression-là va être extrêmement dure pour l'Ukraine au plan, disons, tactique, là, parce que c'est un point important de défense, mais aussi en termes de soldats qui vont mourir pour la défendre, parce qu'il faut quand même défendre ces territoires-là, sinon la crédibilité qu'on a envers la population est limitée. Et sinon, s'il faut se retirer, montrer que l'Ukraine n'est pas capable de défendre son territoire. Donc, perdant des deux côtés. Si vous défendez, il y a trop de soldats qui meurent ukrainiens pour un village qui est considéré peut-être pas si important que ça. Puis de l'autre, si vous reculez vos troupes pour préserver leur vie, vous laissez du territoire et vous donnez aux narratifs russes qui sont en train de gagner. Et c'est ça qui se passe présentement. Et c'est loin d'être stable. Ce n'est pas une impasse. Certains parlent d'impasse, mais il n'y a pas d'impasse. Il y a une progression lente, mais constante de la Russie qui s'est accélérée depuis l'offensive à Koursk. Donc, les développements de cette région-là, pour moi, vont être importants. Certains pensent que les Ukrainiens, l'opération en course n'était une que de plusieurs, qui se gardent des réserves pour attaquer ailleurs, pour à nouveau causer la surprise, pour à nouveau avec le même objectif d'enlever de la pression du Donbass. Donc, c'est possible qu'il y ait une autre incursion ailleurs, peut-être au sud, dans la région de Zaporizhzhia, comme certains disent. Mais si on le dit publiquement, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire. Oui, c'est ça. Je dis ça comme ça. Parce qu'on n'est pas les seuls à écouter votre podcast. Si nous autres, on le dit sur le podcast sans fil, Vladimir, il écoute le podcast. Bien sûr. C'est un fan depuis le premier épisode. Lui et ses trolls. Et ça se passe. Et l'autre chose qui se passe beaucoup, c'est ce qui se passe chez nous, dans nos capitales, avec les élections. Les élections américaines, qui ont un lien avec la guerre en Ukraine, les élections canadiennes, parce que Poilievre ne s'est pas engagé à donner plus à l'Ukraine que Trudeau. Les élections présidentielles en France, législatives en France, qui font qu'il n'y a pas de gouvernement depuis des semaines. Et l'Allemagne aussi, qui a annoncé que l'année prochaine, 2025, était pour donner 2 fois moins d'aide à l'Ukraine que cette année. Et ça, c'est une tendance de beaucoup de pays. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi la Russie arrêterait? Si elle pense que notre aide va diminuer, il y a des chances que Trump soit élu, que l'Allemagne donne de moitié moins, que la France est congestionnée, que les Canadiens regardent en haut ou en terre, on n'y pense pas. Pourquoi ne pas maintenir cette pression-là et continuer cette mobilisation-là? Ce qui fait que ces gains-là, progressifs, de quelques kilomètres carrés, pour vous donner une idée, depuis octobre, c'est 1500 kilomètres carrés qui ont été pris en Ukraine. Progressivement, ça peut mener à la prise de villes, des fois possiblement éventuellement importantes, et qui pourrait créer une débandade, qui pourrait créer ces percées-là éventuellement. On ne sait pas, la guerre, on parle de fog of war en anglais, là, c'est-à-dire le brouillard de la guerre. C'est difficile de voir comment les tendances vont se produire sur le champ de bataille. Moi, je vois des changements quotidiens, hebdomadaires, dans cette guerre-là. Nous, en Occident, on parle peu dans les médias, mais il se passe des choses sur le terrain. C'est juste qu'on s'habitue. C'était la même chose en guerre en Afghanistan. Au début, on en parlait beaucoup, puis après quelques années, on oubliait même que des Canadiens étaient là en train de mourir pour ce pays-là, même quand c'est nos soldats qui sont là. Donc encore plus quand c'est d'autres pays qui sont en conflit. Ce qui fait que si l'opinion publique n'est pas mobilisée, s'il n'y a pas de pression sur les gouvernements occidentaux pour augmenter l'aide, pour Vladimir Poutine, il y a une fenêtre d'opportunité d'ici 2025-2026 de peut-être faire des gains importants. Et là, peut-être, éventuellement, assez à sa faveur, demander un cessez-le-feu qui l'avantagerait. Puis, tu sais, l'Ukraine a des alliés occidentaux, même s'ils ne sont pas très présents. Est-ce que la Russie a des alliés qui pourraient venir se joindre à la mêlée? Elle l'a déjà. Elle a des alliés beaucoup plus fiables que les Ukrainiens. La Russie a l'appui indéfectible de l'Iran et de la Corée du Nord, qui leur donne des millions de munitions. Pas 10 000 comme le Canada, des millions d'obus qui sont donnés à la Russie, des drones qui sont fabriqués par l'Iran. On parlait récemment de missiles balistiques qui auraient pu être donnés également à la Russie par l'Iran, qui pourraient gagner en échange avec un savoir-faire nucléaire russe. Certains pensent que c'est le quiproquo qui serait fait avec l'Iran, parce qu'on sait qu'elle développe au moins une capacité civile nucléaire, possiblement avec une capacité militaire. Et ces alliés-là ont tout intérêt à ce que la Russie gagne et donnent beaucoup à la Russie. Et à côté de ça, au niveau économique, il y a la Chine, qui est le principal bénéficiaire au plan économique d'importation de pétrole et de gaz naturel russe, et qui, elle, continue à soutenir économiquement le président russe ou la Russie en général. Dans ce contexte-là, ces alliés-là soutiennent et permettent à la Russie de penser, d'être capable de maintenir son rythme pour quelques années. Alors que ce n'est pas le cas chez les Ukrainiens. Beaucoup d'incertitudes. Il faut faire des pressions, il faut aller à Washington, il faut faire constamment des démarches. Il y a des élections. Évidemment, c'est le fun chez nous, c'est démocratique, donc c'est bien pour nous, mais ça crée plus d'incertitudes sur
qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur? On ne sait pas. Ben, on va attendre le mois de novembre, puis peut-être que ça ne se règle pas en novembre. Peut-être qu'il y a des contestations parce qu'il y a un certain ancien président qui trouve qu'il a perdu, qui a gagné alors qu'il a perdu, qui conteste ça va en cours, etc. Plus il y a une prise de fonction juste en janvier. Ça prendra du temps avant que ces effets-là se fassent ressentir. Donc, les démocraties, malheureusement, dans les guerres de longue durée, historiquement, sont les moins durables, sont les moins fiables. C'est celles qui cessent leur soutien les plus rapidement parce que, il faut convaincre des gens de voter pour nous. Si l'opinion publique change, on change notre fusil d'épaule. Puis votre adversaire, s'il voit qu'il y a une possibilité d'être élu en disant le contraire de vous, même si c'est pas une bonne idée, lui, il veut être premier ministre ou président, il va prendre cette voie-là. Oui, je comprends. Ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains mois. Intéressant, inquiétant, préoccupant, oui, de mon côté. Pour quiconque est élu. Même si Harris est élu, je ne vais pas juste crier victoire. Au contraire. Parce que, comme vous le savez, il faut passer au Congrès. Donc, c'est pas juste les élections présidentielles. Il y a aussi des congressmen qui vont être élus. Les sénateurs, il faut que les budgets soient votés par le Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat. Quels seront les résultats de ces élections-là? On ne le sait pas. Quelle sera l'opinion publique américaine? On ne le sait pas. Même chose en Allemagne, il y a la montée de l'extrême droite qui est pro-russe, qui a fait des gains régionaux récemment dans les élections locales ou régionales dans l'est de l'Allemagne. La montée de l'extrême droite en Occident est favorable à des relations amicales et cordiales avec la Russie. C'est ça aussi qui se passe chez nous et ça, c'est un autre enjeu qui est préoccupant, qui est inquiétant et qui malheureusement risque d'attiser nos divisions et notre malinformation, c'est-à-dire avoir des populations de moins en moins bien informées parce qu'on utilise, puis je vous vise pas vous, mais les réseaux sociaux, YouTube et autres, comme moyen d'information qui n'est pas validé. Il n'y a pas d'éditeur de contenu, il n'y a pas de commanditaires de pub qui disent, là, il faut faire attention à ce que vous dites des faussetés. Il y a de l'intérêt à faire et malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui s'informent sur ces plateformes-là et qui s'informent que sur ces plateformes-là parce qu'il y a des algorithmes et des chambres d'écho. Surtout maintenant que les médias reconnus, finalement, sont plus sur la plupart des médias sociaux, c'est encore pire. Là. Il reste que la désinformation, finalement. Ils sont pas là et on les discrédite. Il y a beaucoup de sentiments anti-élite, anti-médias, anti-mainstream en disant ils veulent juste nous contrôler, etc. Cette pensée-là qui est propre qui est très proche de l'extrême droite est en croissance. Et c'est ça qui est inquiétant. Si on a une population mal informée, comment peut-on penser qu'on va adopter des politiques bien informées? Exact. Merci beaucoup. C'est passionnant. C'était passionnant, oui. Ça fait plaisir. Puis on espère te recevoir quand ça va être fini, le plus tôt que plus tard. J'espère que vous allez m'inviter bientôt. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir.